La Seconde Guerre mondiale, l'humiliation de la France, la débâcle française, c'est peut-être ce que vous avez énormément entendu à chaque fois. 1er septembre 1939, début de la Seconde Guerre mondiale. Mai 1940, début de la bataille de France. Juin 1940, fin de la bataille de France. L'armée française, une armée feignante, une armée orgueilleuse, une armée qui n'avait pas envie de se battre. On entendra les pires histoires à propos de cette période, à propos de ces combats, à propos de ces combattants. Mais peut-être que si on prend le temps de creuser un peu et d'analyser, la réalité était peut-être bien différente pour tous ces héros. À Monthermé, les Français m'ont opposé une résistance digne des poilus de Verdun en 1916. Ils ont défendu leur position, allant même jusqu'à contre-attaquer malgré notre supériorité numérique et matérielle. Général Reinhardt. Le sous-lieutenant Colombier fut blessé d'une balle dans la poitrine et d'une balle dans les reins. Il est alors emmené par ses hommes, mais conscient qu'il constitue un frein pour leur repli, il leur ordonne de l'abandonner. Premier RIC pendant la bataille de France. Ce genre d'histoire qui peut sembler anecdotique, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, peut être bien une réalité. Une réalité d'une France qui s'est battue jusqu'au bout malgré elle. Une réalité d'une France qui donnera tout pour que ses alliés puissent continuer le combat dignement, au péril de sa propre existence. Ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, ce n'est pas tellement le fond, c'est surtout la forme. Comment la France aurait pu-t-elle se battre autrement? Et, surtout, y avait-il une chance? La ligne directive officielle historique qu'on entend énormément depuis tout jeune, c'est « l'état-major français est mauvais. Le peuple ne veut pas se battre ». La grande question de cette vidéo est donc, la France avait-elle une chance en 1940? « 1er septembre 1939, l'Allemagne entre en Pologne. Seulement 2 jours après, la France et l'Angleterre entrent en guerre contre l'Allemagne pour soutenir la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a donc bien démarré. Lors de l'invasion de la Pologne, l'histoire cherche beaucoup à nous faire penser que la France sous-estime encore la puissance d'invasion de l'Allemagne. En réalité, et beaucoup d'ouvrages historiques le prouvent aujourd'hui, l'état-major français est complètement divisé par rapport à la puissance de feu de l'Allemagne. Certains généraux ainsi que politiciens s'inquiètent énormément d'une force de frappe aussi puissante de l'Allemagne. À l'image de Maurice Gamelin, qui lui avait anticipé cette campagne de Pologne et surtout cette invasion à grande échelle de l'Allemagne. Inversement, certains généraux comme Charles Hutzinger sont beaucoup plus confiants. Ils ont foi en Maginot, ils ont foi en la ligne de défense. Affirmer donc que la France a sous-estimé l'Allemagne depuis le départ n'est pas totalement vrai. En revanche, il est clair et net que nous pouvons affirmer que la ligne Maginot a conduit à un excès de confiance de l'état-major envers la capacité de l'Allemagne à nous envahir est totalement vrai. Et c'est d'ailleurs ce que chaque témoignage nous montre à chaque fois, partie civile comme partie militaire. Bon, et on se croyait garanti, parce qu'il y avait une Maginot. Donc ils vous avez mis en confiance comme si ça n'avait pas été... De cette manière, oui. Ouais, On n'avait plus peur. Eux, il y en arrivait, c'était peinard. Hein. un peu l'affaire au fusil. On les a pas fait plaisir, mais attention, il va m'arriver des choses. La guerre 14-18, lui, c'était pas pareil. La France est en confiance, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas envie de se battre. La ligne Maginot n'explique pas à elle seule la confiance excessive des Français envers la victoire. En effet, si nous regardons en détail les statistiques, et c'est la donnée la plus importante, nous constatons qu'à elle seule, l'armée française était probablement la plus puissante d'Europe. 3,5 millions de soldats face à 3,3 millions de soldats allemands. La France domine sur le papier en termes d'effectifs. Mieux encore, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les blindés français sont plus nombreux que les blindés allemands. L'artillerie française est plus nombreuse. Mais, encore une fois, c'est la doctrine qui fera la différence. L'histoire nous fait penser que ce début de guerre n'en est pas un pour la France ni pour l'Angleterre. On parle déjà alors de la drôle de guerre, car l'histoire voudrait que la France ne bouge pas et que l'Angleterre ne bouge pas, laissant alors la Pologne mourir. Contrairement à ce que l'on pense, la réalité est bien différente. 4 jours seulement après la déclaration de guerre, la France lance sa première offensive en Allemagne.
Sous les ordres de Maurice Gamelin, 40 divisions françaises entrent sur le territoire du Reich. C'est l'offensive de la Sarre. En effet, ce n'est pas l'Allemagne qui entre en premier en France, mais bien la France qui entrera la première en Allemagne. Cette offensive a tout simplement pour but de soulager les alliés polonais en attirant les divisions allemandes à l'ouest. Bien que la résistance soit minime et que la France arrive à avancer sur une trentaine de kilomètres après la frontière, les résultats espérés ne sont pas là. La chute de la Pologne ne cesse de s'accentuer. La neutralité belge et la neutralité des Pays-Bas fait en sorte que la France se rapproche dangereusement des défenses de la ligne Siegfried. Ainsi, si la France avance plus, elle se retrouvera à portée de feu des canons de la ligne Siegfried. C'était une ligne de défense allemande prévue contre les Français. L'occupation de la Sarre, ou du moins l'offensive de la Sarre, aura lieu entre le 7 septembre et le 16 septembre 1939. La grande question, c'est donc, est-ce que l'offensive de la Sarre, ou de manière plus générale, est-ce que attaquer l'Allemagne dès le début de la Seconde Guerre mondiale était la bonne idée et la chose à faire ? Il convient donc de comprendre les raisons de l'annulation de cette opération dans un premier temps. La version officielle raconte que l'armée française a constaté l'effort militaire nécessaire pour maintenir et étendre l'occupation de la Sarre n'était pas justifié pour les résultats obtenus. Autrement dit, qu'une invasion à grande échelle de l'Allemagne était dangereuse plus qu'autre chose pour la France actuellement. La priorité, et c'est le choix qui est fait depuis le début, c'est la guerre de position. Supposer que la France lance un assaut à grande échelle depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est se masquer la réalité, car l'armée n'était actuellement pas faite pour avancer, mais bien pour tenir des positions. La plupart de nos blindés étaient des blindés légers, donc certes une percée rapide aurait pu être le cas, mais encore une fois, il n'y avait pas le soutien aérien nécessaire, et de plus, nous ne pouvons qu'imaginer le bourbier logistique que cela aura été de percer sur un petit secteur comme celui de la Sarre. À cela s'ajoute le fait que la Pologne a tenu 1 mois seulement. Autrement dit, il aurait fallu atteindre Berlin en seulement 1 mois, malgré la résistance allemande plus la ligne Siegfried à passer. Ça fait déjà beaucoup de si pour une opération de grande échelle. En 1 mois seulement, je pense que la France n'aurait pas réussi à s'organiser et à lancer une offensive de grande échelle. C'est d'ailleurs ce que de nombreux historiens prouvent dans leur ouvrage que je vous mettrai en description. Supposons maintenant que les Anglais auraient soutenu l'initiative. Cela fait que nous aurions eu Français plus Anglais sur une grande offensive en Allemagne, mais encore une fois, le délai d'1 mois me paraît légèrement court pour exercer un contrôle total et une avancée intéressante pour les Alliés. La chose que je crains le plus avec ce genre de scénario, c'est tout simplement que l'Allemagne arrive à finir la Pologne à temps, et lorsque la France s'enfonce en Allemagne, un nouveau contournement par la Belgique fait que toutes les troupes françaises en Allemagne se font encercler. Et je pense que c'est ce qui a fait le plus peur à l'état-major français. Autrement dit, lancer une offensive généralisée pour vaincre l'Allemagne en 1 mois, c'est plutôt du mythe que de la réalité. Encore une fois, on peut refaire le monde avec des si, mais je pense que le mieux c'est de se fier à des statistiques fiables. En somme, je pense que stopper l'offensive de la Sarre n'était pas une si mauvaise idée, dans le sens où cela a pu permettre de consolider nos positions, mais ça n'excusera pas le mauvais choix tactique par la suite de ne pas défendre les Ardennes. N'hésitez pas vous aussi à donner votre avis en commentaire par rapport à l'offensive de la Sarre, savoir ce qui aurait pu se passer selon vous, en cas d'attaque de la France ou de l'Angleterre. Le choix de l'état-major français et anglais, c'est l'application du plan Dyle. Le plan Dyle, c'était un plan adopté depuis 1938 qui prévoyait d'entrer le plus rapidement possible en Belgique en cas d'invasion de la Belgique par l'Allemagne. En effet, l'état-major anglais et français s'attendaient déjà à ce contournement allemand par la Belgique. On ne voulait pas un Schlieffen 2.0. La France et l'Angleterre avaient anticipé ce mouvement. Encore une fois, on en revient à ce choix tactique de la défense absolue. Dès que l'Allemagne attaque, on entre rapidement en Belgique défendre les alliés belges. Mais la grande faille du plan Dyle, c'est tout simplement cette défense généralisée de la frontière belge qui reste quand même assez grande par rapport à la frontière des Pays-Bas et de l'Allemagne. On ne défend pas des milieux spécifiques mais un front en général. Autrement dit, certains secteurs sont mis de côté, comme par exemple les Ardennes, qui est considéré comme un secteur qui n'est pas à risque en cas d'invasion, notamment par le général Hutzinger qui était en charge de la défense de ce secteur. Mais, une fois de plus, il n'est impossible d'attribuer la responsabilité de la défaite à une personne en particulier. C'est un choix collectif de l'état-major français. Vous comprenez bien qu'après l'échec de l'offensive de la Sarre, il est inutile de retenter toute forme d'assaut une fois que la Pologne est tombée, car l'Allemagne est prête de son côté à repousser quoi que ce soit. On entre évidemment cette drôle de guerre, et je pense encore une fois que le choix de ne pas attaquer pendant la drôle de guerre était la meilleure option possible. L'idée, c'était que l'Allemagne s'épuise et non la France. Car, pour rappel, en tactique militaire, le défenseur sera toujours avantagé par rapport à l'assaillant. Autant laisser le matériel allemand se faire détruire lors des assauts. Malgré une tentative de défendre la Norvège, celle-ci tombe. Cela prouve encore une fois la capacité de l'Allemagne à envahir des pays rapidement. Lors du contournement de la ligne Maginot par le Benelux, dire que le plan Dyle a fonctionné est une erreur. Encore une fois, on en revient à ce système où certains secteurs sont mis de côté. Il suffit de voir les politiques en place actuellement et l'état-major pour voir leur inquiétude. Encore une fois, en accord avec le plan Dyle, c'est de s'attendre à une offensive généralisée de l'Allemagne, c'est-à-dire un peu comme durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne lancera un grand assaut de grande envergure sur une grande ligne de front et nous serons prêts à défendre. Sauf que, et là on en arrive presque à la technique de la guerre moderne,
on ne cherche pas à attaquer un front en général, mais des points ciblés afin de pouvoir percer et entrer dans le pays. Un peu comme on l'a vu aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Nous avons parlé tout à l'heure du matériel en termes de quantité, mais nous n'avons pas vraiment évoqué la qualité. Bien que le matériel français soit supérieur en nombre et que les hommes soient plus nombreux, la doctrine ne correspond pas à ce qu'il faut pour combattre une blitzkrieg, une guerre éclair de la part de l'Allemagne. Les pièces d'artillerie lourdes sont dans les forts en termes de défense, les chars sont alignés de sorte à défendre l'ensemble du front encore une fois, et c'est ce qui va nous coûter cher. L'Allemagne perce à des points précis, les Ardennes. Il a été prouvé après la guerre que beaucoup de vidéos que nous pouvons voir historiques à propos de la campagne des Ardennes, où justement l'Allemagne traverse les Ardennes, sont fausses. Il s'agit en réalité de propagande qui a été tournée après la campagne des Ardennes pour montrer la supériorité technologique et militaire allemande. On voit notamment des Panzer III, 4 entrer en France. A savoir encore une fois que les Panzer III et 4 n'étaient pas les chars les plus utilisés pendant la campagne de France, mais on était bien sur du Panzer 1 et 2. A titre d'exemple, il y avait 3 fois plus de Panzer 2 que de Panzer 3 durant la campagne de France. Cette supériorité technologique que prétend avoir l'Allemagne durant la campagne de France est en partie vraie, notamment sur un très gros point au niveau de l'aviation. Encore une fois, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas tellement la différence technologique qui fera perdre la France, mais bien une véritable question de doctrine. La vitesse et la mobilité allemande lui donnent l'avantage. A titre d'exemple, l'artillerie allemande est tractée, l'artillerie allemande est déplacée en permanence, tandis qu'encore une fois, comme je vous le disais avant, l'artillerie française est plutôt fixe, plutôt stationnée dans les forts. Cette capacité à envahir vite, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue aérien, fait en sorte que la France se retrouve dans une situation très délicate. Le front est percé, il faut rapidement réagir. La guerre de position est faite de sorte à ce que le front ne soit jamais percé. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien c'est là où il faut réagir très rapidement, et c'est ça qui a été très compliqué pour la France, c'est de réorganiser toute l'armée au moment où le plan d'Eil échoue, au moment où l'Allemagne entre en Belgique par les Ardennes et surtout commence à entrer en France. Vous me direz, nous parlons beaucoup d'aviation française dans cette campagne de France, mais où est l'aviation anglaise ? Encore une fois, on en revient à ce fameux plan d'Eil où l'aviation anglaise est placée de manière à soutenir la Belgique et non la France. C'est-à-dire qu'une fois que l'Allemagne entre en France, l'aviation française est livrée à elle-même. Les sorties aériennes anglaises sont difficiles car aucun avion anglais n'est stationné en France d'un point de vue d'organisation et surtout de défense pour l'Angleterre qui craint pour la suite. Désorganisation du front, blitzkrieg allemande, droit vers Paris, la France n'arrive pas à se réorganiser, le plan d'Eil est un échec et tout ceci en un peu plus d'un mois. La suite, nous la connaissons tous. Percée en France, encerclement de Dunkerque, et l'Allemagne fonce droit vers Paris pour la capitulation de la France. Mais ce qui nous intéresse le plus du coup, c'est cette fameuse uchronie. Est-ce que la France pouvait réagir ? Est-ce que la France avait la capacité militaire et d'un point de vue d'organisation de réagir face à cette invasion allemande par les Ardennes ? Je vous propose de partir du pire scénario et de finir par le meilleur pour savoir si oui ou non la France avait une réelle chance contre l'Allemagne en 1940. Le pire scénario, c'est donc évidemment celui-ci. Plan d'Eil, on est en Belgique. Le plan d'Eil se fait percer par les Ardennes en Belgique puis par la France, la Belgique tombe, les Français sont encerclés. La question, pourquoi la France ne réagit-elle pas lorsqu'elle est percée par les Ardennes ? Eh bien, elle essaye de réagir, mais comme vous le savez, la ligne de front est déjà très vaste en Belgique. Ainsi, avec cette percée qui arrive vers la France, il est compliqué pour la France de réagir. C'est encore une fois en rapport avec les doctrines où la France n'est pas faite pour la guerre de mouvement, mais bien pour la guerre de position. Fortifier les positions en cas de percée, c'est très compliqué puisque l'ennemi avance de manière systématique. Et c'est d'ailleurs le grand atout de l'Allemagne, c'est sa vitesse. La France tente de réagir, mais c'est déjà trop tard. Lorsque l'Allemagne s'infiltre, lorsque l'Allemagne perce, il est très compliqué de stabiliser le front pour la France et ses alliés. Donc, je pense que sans même entrer dans les détails, à la question est-ce que la France pouvait réagir après la percée des Ardennes, la réponse est non. Le mal est fait. Les Français montent en Belgique, il est compliqué de stabiliser le front, car la Belgique se fait elle-même encercler. Ce qu'il aurait fallu, à la limite, c'est une ligne de repli très organisée une fois que l'Allemagne perce. Encore une fois, je pense que c'est ce qui a été tenté, mais face à la débâcle et face au manque d'organisation des troupes françaises et du gros manque de mobilité de toute l'armée en général, déplacer 3 millions d'hommes, ça se fait pas comme ça. Donc je pense que ça sert à rien de refaire du révisionnisme en termes d'histoire, la France n'était pas en capacité militaire de se réorganiser en quelques semaines seulement, pour stabiliser le front et stopper l'Allemagne. Maintenant, le deuxième scénario, et si la France avait défendu les Ardennes ? Défendu, c'est un bien grand mot, car encore une fois c'était une zone beaucoup moins fortifiée puisqu'elle a été jugée impassable par l'état-major français. Maintenant, supposons que la France ne se fait pas surprendre, supposons que la France est en capacité militaire de tenir, la meilleure chose qu'il aurait fallu espérer, c'est dans ces cas-là que l'Allemagne soit contenue au niveau de la forêt, et que comme nous le prouvent les images, elle se retrouve embourbée par elle-même dans les bois. Ce que je cherche à vous dire par là, c'est qu'encore une fois, comme je vous le dis, l'Allemagne vise un point bien précis pour rentrer en France, les Ardennes. Mais, admettons maintenant que les Ardennes ne tombent pas aussi facilement, cela veut dire que c'est un problème logistique pour l'Allemagne qui ne sera pas en mesure d'avancer et donc pas en mesure de déployer toutes ses troupes au niveau du front de manière organisée. Ce scénario est déjà beaucoup plus intéressant car il est beaucoup plus réaliste. En effet, si l'Allemagne est contenue au niveau des bois, il aurait été très compliqué pour elle d'avancer et de percer.
l'avantage de la forêt aurait peut-être même été en faveur des alliés, notamment pour la défense de terrain, mais aussi d'un point de vue aérien, puisque l'Allemagne mise énormément sur de l'appui aérien, et dans les bois, la détection aurait été beaucoup plus compliquée qu'en plaine. Simplement, la chose qui me fait douter que même une défense des Ardennes n'aurait pas forcément empêché une défaite, c'est tout simplement que lorsque l'on regarde la percée allemande en Belgique au début de la guerre, le plan d'Aille lui-même ne semble pas tenir. Ce que je cherche à vous dire par là, c'est que comme je vous dis, l'Allemagne perce par les Ardennes, mais si on regarde, la Belgique tombe elle aussi déjà au nord. Ce n'est pas une percée généralisée, c'est simplement des petits avancements allemands, mais ça montre encore une fois la grande difficulté de la France et de l'Angleterre d'être très mobiles en ce début de guerre. Les Français n'arrivent pas à monter en Belgique, tandis que les Belges sont déjà en train de reculer. Également, une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui joue évidemment en faveur de l'Allemagne, c'est la peur que se met l'Allemagne lorsqu'elle arrive en Belgique. L'exode, la fuite de la population belge, et même avant ça, la fuite de la population néerlandaise vers la France, ralentit énormément les mouvements de l'armée et détruit énormément le moral des soldats. Tous les civils semblent fuir vers le sud de la France, l'armée est confrontée à ça, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la plupart des images d'archives de l'époque, où, plutôt que de filmer les soldats, les journalistes filment l'exode des civils qui fuient le front. Et ça, c'est pas du tout bon en faveur des soldats car ils sont énormément ralentis au niveau des routes pour avancer, et puis l'impact sur le moral est désastreuse puisqu'on voit des civils brisés qui sont en train de fuir. Cet exode sera aussi un problème pour l'Allemagne puisqu'il bloquera les routes au niveau de l'avancée allemande, comme nous le prouvent certains témoignages où les Allemands sont pressés d'avancer et semblent essayer d'écarter l'exode. Quand on a évacué, oui, ma grand-mère, les Boches étaient à cheval, gradés, là. Fouetter la grand-mère, bien fouetter pour qu'elle avance, hein, la pauvre vieille, elle ne pouvait pas avancer. Donc encore une fois, ce qui me fait un peu réfléchir, c'est le fait que peut-être que si les Ardennes avaient tenu, et bien tout simplement les Allemands seraient passés par la Belgique comme le prévoyait le plan d'Aille. Mais est-ce que les Alliés auraient pu tenir? Eh bien c'est très compliqué. Je pense qu'il est impossible de prédire exactement si oui ou non la France aurait pu tenir avec ses alliés en Belgique, mais encore une fois, comme on le montre au début, l'Allemagne semble elle-même réussir à percer en Belgique. Donc on peut supposer que même si les Ardennes n'étaient pas vraiment passées, la guerre aurait fait beaucoup plus de pertes en Belgique, mais probablement les Allemands auraient réussi à percer et encercler en Belgique, à cause du manque de rapidité et du ralentissement de l'armée française et du corps expéditionnaire anglais. Ce deuxième scénario est donc beaucoup plus flou car il ne garantit pas une victoire allemande, mais en revanche il ne garantit pas non plus une victoire française au niveau de la défense. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que vraiment si les Ardennes avaient tenu, l'Allemagne n'aurait pas percé la Belgique? Personnellement, les cartes et les schémas me font croire et penser que l'Allemagne aurait quand même réussi sa campagne de Belgique d'une autre manière, mais encore une fois avec un double voire un triple de pertes. Le problème est toujours le même, si l'Allemagne ne perce pas aux Ardennes, elle aurait pu percer ailleurs et comme d'habitude, la guerre de position, c'est fait pour tenir partout. Une fois que ça perce, la France aurait eu énormément de mal à se réorganiser. Le troisième scénario, qui est pour moi le plus intéressant et le plus probable, et celui qui est beaucoup exploité par les historiens d'ailleurs, c'est l'erreur de la France d'exploiter le plan d'Aille. L'erreur de la France de monter en Belgique. En d'autres termes, la France n'aurait pas dû monter en Belgique. La France n'aurait pas dû aider les Belges. C'est une alternative très contrastée car encore une fois, en temps de guerre, perdre un allié, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et puis même, la Belgique était un allié et avait des capacités militaires de se défendre, donc croire en la Belgique était pourquoi pas une bonne option. Cela impliquerait donc de laisser tomber la Belgique à son propre sort et de défendre l'entièreté du territoire français, du nord jusqu'en Alsace. La condition pour que ce plan marche, ça aurait été un peu comme durant la Première Guerre mondiale que les Anglais jouent le jeu de cette défense à tout prix de la France, c'est-à-dire que les Anglais se déploient tout le long de la ligne de front française pour défendre. Ce plan-là est intéressant dans un certain sens car l'armée française n'est pas en mouvement, elle est statique et elle est prête à recevoir l'ennemi. A l'inverse du plan d'Aille où les Français montent en Belgique et se font déjà attaquer. En gros, en d'autres termes, ils n'ont pas le temps d'être déployés. Là, nous avons ici une armée statique et une armée prête à recevoir. Si le contournement par les Ardennes n'est pas une surprise pour l'Allemagne, ça aurait pu tirer encore une fois à l'avantage de la France comme cité plus tôt. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'aviation française et anglaise déployée en France aurait pu contenir à eux seuls l'avancée allemande. C'est très compliqué encore une fois, car bien que la France ait la capacité militaire et humaine de tenir, la technologie allemande de vitesse joue en notre défaveur. La mobilité de l'armée allemande fait qu'elle aurait pu essayer de percer n'importe où en France et que cela aurait pu être compliqué de tenir puisque nous n'avons plus de front en Belgique. Mais pour moi, ce troisième scénario aurait été peut-être le plus idyllique pour la France à la simple condition que celle-ci défende les Ardennes. Si nous imaginons une ligne de front statique française, anglaise et troupes du Commonwealth, je pense que cette seconde guerre mondiale aurait pu énormément ressembler à la première guerre mondiale. Le meilleur scénario, c'est d'espérer que la guerre de vitesse allemande, la guerre de mouvement, la Blitzkrieg ne marche pas et que l'Allemagne se retrouve embourbée dans une nouvelle guerre statique avec un front qui stagne. C'était d'ailleurs la crainte du Führer au début de la seconde guerre mondiale de se retrouver bloqué en France. Mais dans ces cas-là, quelle aurait été l'issue du combat? Encore une fois, il est impossible de prédire une issue fixe car on ne peut pas refaire l'histoire avec des si. En se basant sur des statistiques, il est possible de prouver que la capacité militaire de la France à tenir était réelle. Mais, encore une fois, on ne sait pas ce que l'histoire aurait pu donner. En tout cas, une chose est sûre, cela aurait été une boucherie humaine en termes de pertes et en termes de blessés.
En somme, ce troisième scénario est entre très grosses guillemets pour moi le plus idyllique dans le sens où la France aurait eu une vraie capacité militaire à tenir son propre territoire national. Je ne sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très intéressant, mais je pense que étant donné la doctrine française qui consistait à défendre l'entièreté du territoire à condition d'être prêt était largement possible. Quand bien même l'Allemagne serait passée par les Ardennes, si nous étions prêts à les recevoir, il y avait une chance. Refaire le monde avec des schémas c'est très compliqué, mais le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer que la France a une réelle capacité militaire à tenir. Je vous parlais tout à l'heure du mythe de la suprématie technologique allemande. Encore une fois, ceci est valable pour l'aviation, je ne le cache pas. Les avions allemands sont nettement en avance par rapport à l'aviation française, mais sur d'autres points comme les blindés, où on voit que la France dispose quand même de 300 B1 bis, chars blindés lourds capables de contenir des Panzer III, on se dit que la France a une vraie capacité de se défendre elle-même. Si les Anglais avaient joué le jeu, et si la défense était prête, et si la défense ne s'était pas fait surprendre, je pense que c'était possible. Mais encore une fois, on ne refait pas le monde avec des si, et cela fait beaucoup d'anticipation de la part de l'état-major français qui a été quand même très surpris. En somme, ma conclusion pour cette vidéo, c'est que la défense française aurait pu être possible dans certains cas de figure, à condition que le plan d'Aille n'ait pas été appliqué, ou du moins que les Ardennes aient été protégées malgré le plan d'Aille. Cependant, comme nous le prouve le front lorsqu'il évolue, l'Allemagne est en totale capacité de percer d'autres zones que les Ardennes, donc cela aurait été compliqué à prouver. La chose qui est sûre et qu'il ne faut surtout pas se cacher, c'est que la France ne pouvait pas attaquer l'Allemagne. La France était vraiment faite de façon à résister, à tenir, à défendre, mais certainement pas à attaquer comme nous le prouvent les doctrines et les choix de l'état-major français. En revanche, si le front était statique et que l'Allemagne s'était épuisée, il est possible d'imaginer que la France aurait sur le long terme lancé des offensives, peut-être en 42, peut-être en 43. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire, c'est très intéressant pour moi d'entendre votre avis. Je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à me dire si ce genre de thématique de vidéo vous plaît et pourquoi pas en refaire d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Merci pour tout les gars, à plus.